Alors, je m'appelle Cécile Dargacha, j'ai été enseignante en alternance pendant 6 ans, entre 2000 et 2006, sur un groupe, sur 12 employeurs différents, mais principalement dans le groupe IGS. C'était vraiment des publics en grande difficulté, sociale, personnelle, parfois de santé, du handicap plus ou moins lourd, plus ou moins mal intégré dans le circuit classique de l'EducNat, mais globalement milieu défavorisé, quartier défavorisé, donc le raccrochage c'était l'alternance. Ouais. Donc avec un taux de sortie entre l'inscription en septembre et décembre de 30% chaque année. Donc on savait en décembre qui serait là pour les 2 ans. On a fait un point avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation qui suit les pourcentages de réussite, finalement de placement de l'alternance, puisque c'est leur taf. Clairement, on est toujours le dernier en Europe. L'apprentissage décolle difficilement, par manque de moyens de logement déjà, essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont des jeunes ruraux qui ne peuvent pas venir sur Lyon, se payer un logement, et il n'y en a pas. Les crous sont débordés, donc il y a énormément d'engorgement de tous les systèmes qui sont autour, qui gravitent autour de l'inscription. Donc le logement, ensuite la survie, c'est-à-dire que quand on est alternant de moins de 25 ans, on a 600 ou 700 euros, ça paraît énorme, mais si on n'a pas un crous, on a 400 euros de loyer. Si on habite Saint-Étienne, on a le train, on fait comment ? Voilà, donc mise en place difficile des colocations, et ensuite trouver les entreprises. Donc vous avez les 3 raisons qui font que même si le jeune il est super motivé, qu'il a encore des parents motivés avec lui et qu'il veut se raccrocher, il va faire un parcours du combattant du mois de juin-juillet quand il se réveille, alors que normalement c'est en février qu'on commence à chercher, parce qu'il n'a pas de diplôme et qu'il se dit c'est l'été au secours, jusqu'à parfois novembre avant de trouver une entreprise, et s'il n'en trouve pas, il attend l'année d'après. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, c'est l'employeur qui est en difficulté et qui n'est pas forcément présent. Il y a surtout le logement, l'employeur. Parce que les jeunes qui sont en capacité d'avoir envie d'y aller, même si c'est encore une voie de garage psychologiquement pour beaucoup, parce qu'il y a des crocheurs et puis je veux plus être dans un système scolaire classique, ils sont volontaires. Vous leur faites 2 réunions, vous leur dites une semaine sur 2, tu es déjà en entreprise et dans 2 ans tu as un taf, ils viennent. Ils viennent. Et ils savent que les formateurs ne sont pas des profs de l'EducNat, qui sont des profs qui ont l'habitude, puisqu'ils viennent du privé, ils viennent de l'entreprise. Et ils ont un pied dedans la plupart du temps, puisqu'ils sont souvent à mi-temps. Alors pour moi, il y a 2 problèmes d'éducation en ce moment. Si on regarde les chiffres, on est sur l'ensemble du monde avec des rapports internationaux sur les systèmes éducatifs et les résultats, je ne parle pas de performance, mais les résultats dans l'insertion professionnelle et la vie économique. Pour moi, c'est ça le plus important. On a sur la Suède et la Finlande, encore une fois, parce qu'ils font suer, ils sont souvent bons ceux-là. En tout cas, sur l'éducation classique a des réels bienfaits en termes de travail sur la diversité, d'équité de traitement pour tous et puis de nivellement des inégalités. Alors qu'en France, on a le système qui crée le plus d'inégalités. C'est-à-dire que les inégalités au début sont encore plus accentuées à la sortie. C'est-à-dire que quand il y a échec, il est en plus source d'encore plus de difficultés. Il y a double échec. Échec de la personne alors qu'elle avait déjà un échec peut-être de famille, d'environnement ou des difficultés. Et là, on est vraiment sur un vrai souci. À ça, je rajoute les problèmes de notation, c'est-à-dire l'évaluation en France, c'est un débat, mais il va falloir qu'un jour, tout le monde se bouge. Il y a des pays où avant 10 ans, il n'y a pas de chiffres. C'est interdit. On met des tampons, c'est bien réalisé ou encore un peu de boulot à faire. Et sur la communication et l'accompagnement, on est sur 3 à 4 personnes par classe au lieu de un STIT et un ATSEM. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur le nombre d'accompagnants par enfant pendant les cursus et non pas sur des sanctions et un standard qui fait qu'on a plus de 40% des élèves qui se sentent exclus, humiliés et mis en échec par un chiffre. Voilà. Donc la différence entre le concept qu'on a en ce moment en France et ce qui marche à l'étranger, justement, vient du savoir-faire, le côté ludique pour apprendre et la mise en pratique de l'apprentissage et de l'acquis. Ça, on a un vrai souci là-dessus. Donc il y a aussi la précarité, bien sûr, des enseignants. C'est pour ça que les stylos rouges, moi, je les soutiens. Parce que même la formation des profs aujourd'hui n'est pas du tout adaptée puisqu'on est dans cette continuité de conceptuel, de classique, de traditionnel qui fait que ça ne marche pas. On ne peut pas instaurer un respect, donc une autorité et une légitimité si on est dans un système crédibilisé depuis des années. Comment on résiste ? Alors moi j'ai résisté très bien parce que j'étais sur un enjeu très clair. Pourquoi vous êtes là ? Et moi je suis là pour vous, mais pourquoi ? Si ça ne fonctionne pas
on n'a pas le même enjeu. Comme je vous disais, la porte, elle est à côté, il n'y a pas de souci, sans violence aucune, il y en a 30 qui attendent. Et on est là pour bosser. Et là, du coup, on incrémente le cours. S'il est pauvre, on en rajoute. S'il n'est pas adapté, voilà. Si tu as une personne qui est sourde et qui a du mal, si tu en as 3 qui savent pas lire le français correctement, etc. Et bah, du coup, là, c'était même pas une résistance, c'est une vocation. Mais elle est possible pour moi, et je le voyais avec les autres profs en alternance, parce que justement, on avait un enjeu qui était compris par l'élève. Il n'était pas obligé d'être là. Maintenant, tous les autres profs qui sont dans des circuits classiques, qui sont dans des lycées, je ne sais pas comment ils tiennent. Moi, j'ai 2 copines qui sont profs d'anglais ou de français dans des lycées en ZEP qui ont d'énormes difficultés. Moi, je ne sais pas comment elles tiennent. Parce qu'elles sont sur des enjeux qu'elles ne peuvent pas soutenir avec des arguments légitimes dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont en permanence sur un fil du rasoir. Soit l'élève va la rejeter, soit la famille de l'élève va la rejeter, soit la famille de l'élève va taper l'élève si elle dit « t'as fait une bêtise ou t'as pas fonctionné », le lendemain il a un coca et s'est fait maltraiter. Enfin, y a des enchaînements qui n'ont rien à voir avec la pédagogie et qui font que globalement, avant de pouvoir apprendre, elles vont passer 2/3 de leur temps à faire autre chose. Donc franchement, je les vois sur les gilets rouges, tout ce qu'elles écrivent, on le sait tous depuis longtemps. Pour autant, il y a une vocation aussi, mais comment les aider si le système, déjà à la base, ne donne pas envie? Voilà. Merci, jeune homme. À bientôt sur les planches et en cours. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à une éducation un peu plus populaire? Alors je pense que dans l'éducation des enfants, il n'y a bien sûr pas que l'éducation nationale, il y a tout ce qu'on peut apporter par ailleurs. Donc j'imagine que l'éducation populaire, ça fait partie de ça. C'est essentiel. Après, c'est toujours pareil, tous les enfants n'ont pas le même accès en fait à ces autres moyens d'apprendre. Par rapport aux nouvelles réformes qu'il y a eu avec APB, est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour les jeunes? Est-ce qu'ils arrivent un peu à se retrouver dans tout ça? J'ai 2 garçons, un de 18 et un de 15, donc je suis en plein dedans avec les nouvelles réformes de l'État. Et que ce soit les profs ou que ce soit les parents, on n'y comprend rien. Avec les histoires d'options, de faire les choix pour la première et après en terminale enlever un choix et en garder, enfin je ne comprends pas les gamins comment ils peuvent se diriger dans un avenir clair, quoi. Alors je suis pas tellement au courant de l'ensemble des réformes qu'il y a eu récemment. Je pense que l'éducation nationale c'est essentiel parce que c'est la seule possibilité de donner la même chance à tous les enfants. Mais qu'elle doit avoir vraiment pour objectif de tirer tous les enfants vers le haut en tenant compte de leurs différences à chacun. Surtout mon deuxième qui est le plus concerné, ouais. Lui, il vient de rentrer en seconde et on lui demande de faire des choix et après on lui en enlève un. Il a fait une option 3e langue qu'il apprend qu'au bac, ce sera peut-être pas utile, le japonais. J'ai un beau-frère qui est prof, donc je vois un peu comment ils sont traités eux aussi. Et franchement, non, pas du tout. Alors je pense qu'il y a des améliorations positives, notamment dans le fait de mieux prendre en compte les enfants qui sont différents, qui ne rentrent pas dans le cadre. Après, je pense qu'il faut qu'on ouvre plus l'éducation à des thématiques qui sont en dehors des... alors les savoirs primaires sont essentiels, mais je pense que c'est bien aussi d'essayer d'ouvrir les enfants vers d'autres formes. Justement, vous évoquiez la culture ou l'art ou le sport. Je pense que c'est des choses aussi qui sont essentielles pour devenir un adulte équilibré et que ça devrait être peut-être introduit de manière que les programmes devraient plus en fait utiliser des modes d'apprentissage qui s'appuient sur justement l'art, la culture, le sport, d'autres formes d'apprentissage. Je suis tout à fait favorable à ce genre comment dire, d'éducation. Ça laisse peut-être un peu plus de choix aux jeunes et c'est vrai que ça peut coûter peut-être un peu plus cher aux parents parce qu'il y a des écoles qui, quand on ne suit pas la voie de l'éducation nationale, il faut payer, hein, puisque donc c'est privé, ou alors il y a des associations aussi qui peuvent être sympas, mais au niveau éducation, ouais, si on veut vraiment être content, il faut aller dans le privé. Il faut payer, quoi, en fait.
Alors, je suis Justine de l'association Anciella. Et à Anciella, je m'occupe notamment de notre communication et je travaille aussi sur un magazine qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Alors, Anciella, c'est une association lyonnaise indépendante qui a pour but d'agir pour une société plus écologique et solidaire. Donc, on le fait de deux grandes manières différentes. En fait, d'un côté, on aide les personnes qui auraient envie de s'engager mais qui ne savent pas encore vraiment où ou par quoi commencer à trouver comment agir. Et de l'autre, on accompagne les personnes qui portent des initiatives, qui ont des projets en tête pour les aider à les réaliser avec ce qu'on appelle la pépinière d'initiative citoyenne. C'est un accompagnement qu'on propose à chaque personne qui a une idée en tête, qui souhaite porter une initiative, qui a un projet qu'il ou elle souhaite mener, tant que cette initiative permet d'agir pour une société écologique et solidaire. Et c'est un accompagnement qui se fait aussi longtemps que les personnes le souhaitent. Donc on peut les voir une fois tous les mois pendant 1 an, pendant 2 ans, ou alors seulement les voir de temps en temps, c'est vraiment chacun qui choisit. Et ce qui est aussi important, c'est que c'est un accompagnement qui est sans sélection. Il y a à la fois des entreprises, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des initiatives qui ont vocation à être plutôt des associations, ou encore des personnes qui montent une initiative entre voisins ou entre amis qui n'a pas forcément de statut. Donc on a des permanences, notamment, où chacun peut venir tous les mardis entre 16h et 20h et échanger avec nous sur le bénévolat, par exemple, et on aide les personnes à trouver une association avec lesquelles ils peuvent s'engager. Ou alors, ça peut aussi être des personnes qui sont étudiantes et qui viennent nous voir en quête en fait de cursus qu'ils pourraient suivre ou de manière dont ils pourraient concilier leurs études et les valeurs qui les habitent. On a commencé par créer un guide qui s'appelle le guide Agir à Lyon et ses alentours. Le but, c'est de permettre à tous les Lyonnais de retrouver 700 associations et initiatives à rejoindre. On a aussi lancé un magazine qui s'appelle aussi le magazine Agir à Lyon et ses alentours, qui est un magazine mensuel de 52 pages dans lequel on peut retrouver toutes les actions et les initiatives qui existent à Lyon. Qu'est-ce qui est fait par les associations, qu'est-ce qui est fait par les citoyens, que font les pouvoirs publics. Et on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de plus et dans quelle direction il faut qu'on aille ensemble pour avancer. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici, en fait, de permettre à chacun de rejoindre ce mouvement et de l'amplifier pour qu'à la fin, le changement, il vienne de partout et qu'il vienne pas seulement d'en haut, qui vienne pas seulement d'un ministère, mais que chacun travaille dans la même direction pour qu'on puisse changer.